Public Sénat, l'INA et le magazine L'Histoire vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France! Et au Quai des Orfèvres, on examinera minutieusement la voiture du président de la République, dont les impacts portent un témoignage éloquent du danger qu'il courut. C'est miracle, peut-on dire, que ni le président ni Madame de Gaulle n'aient été atteints par les balles. 52 49 HU 75, c'était le numéro d'immatriculation de la déesse du général criblée de balles. L'attentat du Petit Clamart, un moment dramatique de la présidence de Gaulle, où la question de la voiture et de la protection du chef de l'État surgit. Nous vous embarquerons dans ces voitures de parade et de prestige dans la deuxième partie de l'info dans le rétro. Mais d'abord, retour sur ces soirées de victoire présidentielle qui hypnotisent les Français. Et au-delà, des images fabriquées pour l'histoire qui nous racontent comment le président tout juste élu entend incarner sa fonction nouvelle. Les bruits de klaxons retentissent-ils à chaque élection d'un nouveau président? La fête a-t-elle toujours été populaire? Et les débuts d'Emmanuel Macron s'inscrivent-ils dans cette lignée d'événements? Autant de situations et de symboles qui éclairent les choix et les ambitions. Pour commencer, retour le 7 mai dernier avec la traversée solitaire de la cour du Louvre du plus jeune président de la Ve République, un sujet signé Béatrix Moreau. C'est une image chargée de symboles. Devant la pyramide du Louvre, Emmanuel Macron s'avance seul dans la nuit, décidé, semble-t-il, à marquer le soir de son élection. L'air est grave, la démarche solennelle. En 3 minutes et demie, le nouveau président traverse 8 siècles d'histoire de France sur fond de l'hymne à la joie. Un moyen pour le nouveau chef d'État de resacraliser la fonction présidentielle et de réaffirmer son attachement à l'Union européenne. Alors pour interpréter la symbolique d'Emmanuel Macron au regard de l'histoire, deux invités sont avec moi aujourd'hui. D'abord un grand témoin, Henri Guénaud. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député et vous avez surtout été conseiller de plusieurs candidats à la présidence de la République élus. Donc vous avez vécu plusieurs victoires, celle de Jacques Chirac en 1995, on y reviendra, et évidemment celle de Nicolas Sarkozy en 2007. Vous avez publié un livre, L'économie du sacrifice, chez Odile Jacob. Avec nous, le partenaire, j'allais dire, de cette émission, puisque vous êtes le membre de la rédaction du magazine L'Histoire, qui est le partenaire de l'info dans le rétro, avec ce mois-ci un numéro sur les croisades et un article sur les victoires, justement, et la victoire en chantant. C'est Michel Vinocq, donc historien, et évidemment, on se souvient de votre livre sur les élections présidentielles, paru chez Tempus. Henri Guénaud, on a vu le petit passage là d'Emmanuel Macron marchant dans le Louvre. Pour vous, c'était majestueux ? Je pense qu'il y a une nécessité à resacraliser la fonction présidentielle, et ça, il l'a bien compris. Il n'y a pas de pouvoir sans une dimension sacrale. Non, moi, je n'ai pas été absolument convaincu par la mise en scène. J'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop. Voilà. La fête de la victoire de Macron avait été au départ imaginée au Champ de Mars. Oui. Est-ce que ça aurait tout changé? Certainement pas, puisque l'intention était effectivement de reprendre une dimension de solennité qui avait été quelque peu oubliée dans les 2 quinquennats précédents. Mais le Champ de Mars, évidemment, évoque autre chose que le Louvre. Le Louvre, c'est de gauche ou c'est de droite? Le Louvre, ça serait plutôt monarchique, n'est-ce pas, donc de droite, tandis que le Champ de Mars, c'est de gauche, forcément, puisque c'est notamment la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Par conséquent, le discours aurait été infléchi, probablement, selon le lieu où l'on parle. D'accord. Alors on va revenir à un moment où on a retrouvé dans les archives une première fête un peu populaire. Et étonnamment, c'était 1969, pour l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République. On voit des Français déjà célébrer la victoire. Thank you.
Elle est étonnante, hein, cette archive Henri Guénaud, hein avec ce slogan « De Gaulle, Pompidou ». Qui est-ce qu'on célèbre? Qui est-ce qu'on fête ce soir-là en réalité? Pompidou ou De Gaulle? Les deux, la continuité. La continuité? Le gaulliste que vous étiez peut-être Même pas encore? Même si les deux personnages étaient bien différents l'un de l'autre, mais Georges Pompidou avait été si longtemps son Premier ministre qu'il pouvait incarner une sorte de continuité de la République gaulienne. Ouais. Vous aviez 12 ans. Quand on a 12 ans en 1969, on suit l'élection présidentielle. Vous en avez un souvenir? On a fêté ça chez vous? Non, mais chez moi, on ne fêtait pas. C'était un milieu trop modeste pour fêter les victoires ou déplorer les défaites politiques. On votait comme un devoir. On n'avait absolument pas le droit d'en parler à la maison, d'en parler à table. C'était... voilà, voter en général dans ces années-là... voter pour le général de Gaulle. Bon, je pense que ma grand-mère ou ma mère ont voté pour Georges Pompidou. Je ne les vois pas voter pour Alain Poher. Mais voilà, c'était simplement un devoir civique. Et, moi, je m'intéressais beaucoup à tout ça. Puis il y avait eu mai 68. Mais j'étais aussi un enfant, non seulement d'un milieu modeste, mais d'une lointaine province, puisque je suis arlésien, et tout ça était vu avec un prisme très, très provincial. Et à l'époque, la distance était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui entre une petite ville de province et Paris. Donc il n'y avait pas tout à fait la même réaction. Michel Vinocq, vous avez écrit dans votre papier, dans votre article sur la victoire en chantant dans l'histoire, qu'en 69, il y avait eu des bagarres au quartier latin le soir de la victoire. Qui manifestait et qui se bagarrait? Cette élection est étrange, n'est-ce pas, parce que la gauche n'en fait pas partie. C'est Poher contre Pompidou. Duclos disait bonnet blanc et blanc bonnet. D'où la frustration des électeurs de gauche et des militants de gauche qui ont voulu évidemment faire un peu de grabuge. Alors une contre-manifestation qui n'a pas dépassé vraiment le quartier latin. D'accord. Alors, la grande fête dont on va maintenant parler, en 1981, c'est, je pense, la plus grande fête, en tout cas celle qui est entrée dans les mémoires et qui, visiblement, a joué sur même la conception qu'on peut avoir de la victoire. On est à la Bastille et, évidemment, c'est le 10 mai 1981. Viens me voir, moi. C'est vrai, je suis au chômage. Merci. Fantastique, absolument fantastique. Enfin, je crois que la France a une possibilité d'échanger. On va voir Hitler. Vive le tonnerre! Vive le tonnerre! Vive la pluie! Vive la France! Et le tonnerre! Vie avec nous! Vous pouvez faire la fête malgré l'orage? Ah, bien sûr. L'orage, c'est rien par rapport à ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est absolument rien. Bon, alors Michel Vinocq, la grande fête de 1981, les moyens du Parti socialiste, ceux de camarades syndicaux aussi, qui ont prêté des éléments pour faire cette scène à la Bastille, c'est un changement d'air? Oui, je pense. D'abord, c'est le premier président de gauche qui arrive au pouvoir. Il l'emporte de manière assez serrée, moins que Giscard la fois précédente, mais quand même, il y a une incertitude, c'est sûr. Et lorsque, à 20h, dès 20h, on voit sur les écrans de télévision le visage du vainqueur de François Mitterrand peu à peu se former comme ça de ligne en ligne, c'est un cri de joie, une explosion, enfin un cri de joie de la part de tout le monde, mais de la part de... On verra côté Guénaud si c'était un cri de joie. Et alors à ce moment-là, il y a un mot d'ordre, n'est-ce pas, tous à la Bastille. Et à Paris, donc, François Mitterrand n'est pas là. Hein. Il est à Château-Chinon, où il attend le résultat dans le Morvan, par conséquent. Et alors, à Paris, on voit cette convergence de voitures vers la Bastille. C'est très impressionnant parce que tout le monde klaxonne. On a gagné, ta. Et à la Bastille, là, c'est la joie complète. Les gens à bout... C'est spontané ou organisé ?
C'est les deux à la fois, mais il y a eu quand même un appel et organisé, parce qu'il y aura de la musique, c'est prévu, et puis on investit un grand lieu symbolique de la gauche, la Bastille. La Bastille, c'est pas les Champs-Élysées. Symbolique pour la Révolution, pour le côté 36, Front populaire ou... Oui, écoutez, les grandes manifestations de gauche, de la Bastille à la République, de la Bastille à la Nation, et la Bastille représente... le génie, c'est le génie de la liberté. Évidemment, ça date de 1830, cette colonne, c'est pas exactement la colonne, c'est la Bastille, c'est la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, qui est dans les mémoires de la tradition de gauche. Il y avait quand même une vraie explosion de joie pour appeler le peuple de gauche. La gauche n'était plus au pouvoir depuis 1958, Bon, Mitterrand avait été au second tour en 65, il avait été battu sur le fil en 74, et il y avait le sentiment que peut-être ça n'arriverait jamais. Enfin, donc il y a eu, c'était énorme. Il y a eu un cri qui s'est entendu dans la nuit chez les gens qui regardaient la télé. Et si je me souviens bien, d'ailleurs, à l'époque, quand on faisait apparaître le visage du président, on commençait par le haut, il me semble. Il me semble que c'était par le haut et que le crâne, les deux crânes dégarnis. Et au tout début, on pouvait absolument pas savoir. Enfin, c'est le souvenir que j'en ai, peut-être reconstruit, mais on pouvait pas savoir pendant quelques fractions de secondes lequel c'était. Voilà. Mais il n'y avait pas d'angoisse à droite. Il n'y avait pas de peur d'avoir justement les communistes qui arrivent. Il y avait beaucoup de peur. Enfin, il y avait d'abord beaucoup de divisions parce que je pense que une partie de la droite à l'époque, ou ce qu'on appelle la droite, en tout cas une partie du RPR, n'était pas étrangère non plus à la victoire de François Mitterrand. Ce qui était frappant à droite, c'est que les gens pensaient que ça n'allait pas durer. Donc le discours de gens qui avaient une longue habitude de la vie politique et qui étaient très intelligents, c'était même ça ne va pas durer. D'ailleurs, les élections législatives, les gens se sont défoulés aux élections présidentielles et c'est la première fois qu'on disait mais vous allez voir, les élections législatives, on va les gagner. C'est le même espoir de correction qu'aujourd'hui ? Exactement, mais c'est la première fois que c'est aussi fort et affirmé avec autant de conviction. Donc on allait gagner les législatives. Et puis il y avait la grande peur à la fois des bien-pensants et des possédants. Les gens voyaient les chars russes sur les Champs-Élysées, le communisme, l'idée que des ministres communistes allaient rentrer au gouvernement c'était effrayant, enfin, pour beaucoup de gens. Les gens partaient avec leur argent pour aller le placer en Suisse. Enfin, il y a eu un moment quand même assez extraordinaire, et presque comique avec le recul. Alors, votre grande victoire, j'allais dire, votre première grande victoire, c'est en 1995. On va voir un moment, on ne va pas rester très très longtemps dessus parce que justement c'est un moment un peu particulier. On va suivre une voiture, en l'occurrence celle de Jacques Chirac. On est au soir du second tour et le président élu doit se rendre peut-être place de la Concorde. Donc on le suit avec les motos de France Télévisions et de la SFP. Grâce aux moyens que la SFP a mis à notre disposition ce soir, vous pouvez suivre de seconde en seconde, sans l'avoir perdu une seule seconde tout au long de cette soirée, le nouveau président de la République élu ce soir, M. Jacques Chirac, qui a l'air, semble-t-il, de rentrer à l'hôtel de ville en compagnie de son épouse, Mme Bernadette Chirac. Madame Chirac. Écoutez, nous sommes effectivement maintenant sur le boulevard Saint-Germain et il semble bien que la décision ait été prise, quoique j'ai l'impression que la voiture de Jacques Chirac s'apprête maintenant à tourner. Nous quittons le boulevard Saint-Germain pour remonter vers le Sénat par la rue de Seine. Et le chef de l'État vient de s'arrêter. Où est-on là, Benoît? Alors nous sommes rue de Seine. Le chef de l'État a fait arrêter sa voiture, ce n'était pas prévu, l'escorte n'était pas au courant. Madame Chirac sort de voiture. Madame Chirac, vous êtes en direct sur France 2. Vous êtes en direct sur France 2. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement un mot sur votre sentiment ce soir? Vous allez où, Madame Chirac, là? On peut savoir où vous allez, Madame Chirac? Et là, les motos sont reparties. Ah. Les motos sont reparties. Ce sera un des grands mystères de cette soirée. On a perdu Madame la Présidente. On a perdu Madame la Présidente. Bon, Henri Guénaud, quand vous voyez ces images, vous avez l'impression que c'est du voyeurisme ou que c'est malgré tout une volonté légitime de conduire le téléspectateur dans l'événement? Non, c'est pas du voyeurisme. En plus, ce soir-là aussi, il y avait une vraie
il y avait une vraie joie, un véritable enthousiasme. La campagne avait été pleine de rebondissements, mais il faut se rappeler aussi comment il a été élu. Il a été élu sur la fracture sociale. Voilà. Ce qui est très étonnant, et dont devraient se rappeler d'ailleurs tous ses successeurs, c'est un président de droite, d'un parti bonapartiste, gaulliste, etc., qui va être élu parce qu'il a en face de lui Édouard Balladur, qui défend ce qu'on appelait à l'époque la pensée unique et l'orthodoxie économique, financière, etc. Il est élu sur la fracture sociale. Donc ça change totalement l'ambiance de cette soirée. Il y a des gens qui applaudiront Jacques Chirac, qui au fond sont pas des gens de droite, sont pas des gens qui appartiennent à sa filiation, forcément à sa filiation politique. Il y a quelque chose de très particulier dans cette soirée. Voilà. Et c'est moi, pour je n'ai ça pas retrouvé depuis 95. On va aller sur l'autre grande campagne à laquelle vous avez participé, Henri Guénaud, c'est 2007. C'est le moment où Nicolas Sarkozy va célébrer sa victoire à, justement, sur la place de la Concorde. Les militants convergent aussitôt vers la place de la Concorde. Tout y était prêt en cas de victoire. La scène, les écrans géants. Il y a surtout des jeunes, quelques familles et puis des touristes venus en curieux. Enfin, les vraies valeurs de la République française vont être mises en avant par Nicolas Sarkozy pendant ces 5 ans. Le respect, l'autorité, je pense qu'il y en a bien besoin en France, le travail. Peu avant 23 h, le nouvel élu part pour un dernier grand bain de foule à la Concorde. À ce moment-là, ils sont presque 30 000. Ce soir, disparues les phrases de campagne qui divisent. Le discours se veut rassembleur. La victoire n'est belle que si elle est généreuse. La victoire, ce n'est pas la revanche. La victoire, c'est l'ouverture. La victoire, elle n'a de sens que si elle est celle de notre pays tout entier. Que la paix soit sur le monde. Ceux qui ont soutenu le candidat se relayeront sur la scène jusqu'à 1 h du matin. Face à eux, la génération Sarkozy s'affiche désormais sans complexe. Bon, là, Henri Guénaud, sincèrement, ça sent le professionnalisme. Tout était préparé à l'avance. Oui. On sait à peu près qui va gagner. Hein. Les choses sont presque jouées. Et puis, sinon, vous remballez tout. Et puis, voilà. Mais on savait que Nicolas Sarkozy allait très certainement gagner ce second tour. Il y avait des mots que vous aviez en tête, vous dpoussiez que Nicolas Sarkozy devrait prononcer ce soir-là, parce que je sais qu'il fait 2 discours, un à Salgavo à 20h30, et puis ensuite place de la Concorde. Vous aviez poussé à ce qu'il y ait un certain type d'approche de cette victoire? Oui, moi d'abord, je pense que le président de la République doit devenir très vite l'homme de la nation. Il est élu par un camp, moins il en fait d'ailleurs dans le clivage pendant la campagne, mieux c'est, mais il doit se métamorphoser en homme de la nation. Donc il y a un discours obligé du rassemblement et de l'unité qui peut être plus ou moins crédible. Honnêtement, je crois que dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, c'était sincère, mais c'est souvent le cas. Quelqu'un qui est élu président de la République, qui se transforme à cet instant-là, il sait qu'il va avoir à incarner cette unité nationale, et tout en étant en même temps le chef d'une majorité. C'est un exercice extraordinairement difficile. Mais le discours de la Salgavo était un vrai discours politique de président. On parlait des grands sujets, en particulier de la Méditerranée, par exemple. Le discours sur la place de la Concorde est un discours improvisé. Moi, ce que je voudrais demander à Henri Guénaud, c'est si les conseillers de Nicolas Sarkozy ont bien eu en tête que son dîner au Fouquet's était dans l'univers symbolique une petite catastrophe. Alors, est-ce que vous voulez voir un petit bout? On a un petit extrait pour vous montrer le Fouquet's, où je crois qu'un des membres de cette table était invité, et c'était pas moi, et je crois pas que c'était Michel Vinocq. Non. Nicolas Sarkozy, lui, rejoint le Fouquet's. Autour de lui, dans ce restaurant chic des Champs-Élysées, les artistes Jean Reno et Johnny Hallyday, mais aussi Jean-Pierre Raffarin ou Arnaud Lagardère. Alors, Michel Vinocq vous a posé une question, Henri Guénaud. D'abord, on n'a pas demandé l'avis des conseillers. C'était pas ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est que c'était plutôt qu'après après la Concorde, après la Salgavo, il se retirerait, puis qu'après il partirait, non pas sur le yacht de M. Bolloré, mais se recueillir dans un monastère à l'abri de tous les bruits du monde, de toutes les agitations.
cet événement, il a été improvisé et voulu par Cécilia Sarkozy à l'époque. Et Nicolas Sarkozy s'y est prêté parce que c'était un moment de vie personnelle très, très compliqué. Voilà. Parfois, vous savez, les événements à grande portée ont des petites causes, mais qui sont des causes humaines. Mais il n'y avait personne à côté de lui pour lui dire attention, pas n'importe où. Mais moi, j'ai découvert le Fouquet's le soir de la victoire. Voilà, j'étais d'ailleurs, je suis rentré, j'étais en tenue, j'étais en jean, j'étais, pas du tout préparé à une soirée mondaine qui n'était pas d'ailleurs aussi mondaine que ça, mais mondaine par les convives qui s'y trouvaient quand même. Oui, il n'y avait pas que des hommes d'affaires et des. Ouais, voilà, mais certes. Mais c'est vrai, en revoyant l'histoire, on se dit que c'était une faute. Mais ce soir-là, enfin, moi, j'ignorais la préparation de cet événement. Il était presque. Il était surprenant. Voilà, c'était. Je trouve extraordinaire que ce qu'on peut considérer comme un détail, après tout, dans l'histoire de la France, peut avoir une telle importance. Bien sûr. Car il a été marqué pendant tout son quinquennat par ses premières semaines et en particulier par cette première soirée. Alors vous écrivez dans votre article, Michel Vinocq, que François Hollande a eu presque une malédiction similaire, elle aussi, résultat d'une contingence humaine, c'est le baiser de Valérie Trierweiler, et vous écrivez « Embrasse-moi sur la bouche », et vous comparez, vous rapprochez les deux événements. Est-ce que c'est abusif ou est-ce que c'est... Ça, il ne l'a pas voulu, certainement pas, mais évidemment, c'était aussi un symbole, comment dirais-je, de manque de solennité, précisément. On a commencé par parler de la solennité que Emmanuel Macron tente, n'est-ce pas, de rétablir. Et là, apparemment, c'était le président normal, mais très normal, qui s'exposait. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. C'est le problème, d'ailleurs, humain, trop humain. Le souverain ne peut pas ressembler exactement au citoyen. Il doit être au-dessus, il doit avoir assez de distance et prendre en charge les émotions, les joies de ses concitoyens et non pas leur faire supporter les siennes. Et regardez ce qui a failli arriver à Emmanuel Macron avec l'histoire de la coupole, qui est... la rotonde. De la rotonde, pardon. Mais ce n'est pas le même symbole, si vous voulez, mais c'est une erreur aussi. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il a corrigé, d'ailleurs, après, mais qui a été... ce petit détail, ce petit événement a pris des proportions considérables. On est dans la fonction présidentielle, dans un univers symbolique très lourd. Très, très lourd. Écoutez, messieurs, je crois que c'est un mot pour terminer cet échange qui est parfaitement adapté. Je rappelle le titre de vos livres, L'économie du sacrifice, pour vous, Henri Guénaud, chez Odile Jacob, et Michel Vinocq, Les élections présidentielles en France, aux éditions Tempus. Les présidents et les voitures, souvent une histoire de fierté nationale et de prestige, mais aussi une affaire de sécurité. DS, SM Maserati, Peugeot 604, CX. Je vous propose maintenant de prendre place à bord des voitures des présidents avec un spécialiste, Dominique Pagneux. Vous êtes expert en voiture, en véhicule, vous avez écrit de nombreux livres sur les automobiles. Là, on voit cette image de la DS du général de Gaulle à Madagascar. Elle ne le quittait jamais. On l'emmenait en voyage, la voiture ? Alors, il avait une voiture attitrée qui, d'ailleurs, avait un toit découvrable de manière à ce qu'éventuellement, dans certains cortèges, il puisse se tenir debout et saluer la foule. Il y avait aussi des DS de rechange en coulisses. Et de toute façon, tout le gouvernement roulait en DS. C'était la voiture imposée et on a de nombreux documents qui montrent de Conseil des ministres en Conseil des ministres la cour de l'Élysée remplie de DS. On a l'impression d'un film de Tati. Il y a un modèle identique, toute noire, toute du même modèle. Alors, ce véhicule de prestige qu'on a vu se promener à Madagascar va à un moment donné avoir un rôle crucial, puisque c'est celui qui est utilisé par le général de Gaulle au moment où a lieu l'attentat du Petit Clamart. Et au Quai des Orfèvres, on examinera minutieusement la voiture du président de la République, dont les impacts portent un témoignage éloquent du danger qu'il courut. C'est miracle, peut-on dire, que ni le président ni Madame de Gaulle n'aient été atteints par les balles. Au jour, l'enquête s'est poursuivie.
Rien de nouveau ne semble avoir été apporté par ce second examen des lieux, ni à l'emplacement d'où partit la première salve qui creva 2 pneus de la DS-19, ni au poste du second commando qui cribla de balles le magasin situé juste dans l'axe du tir. L'enquête continue. Mais l'attentat, si inutile qu'il ait été, aura plus hautement que jamais montré l'odieux d'un terrorisme insensé qui ne peut se réclamer que du crime. Bon, et c'est là où on s'aperçoit qu'en 1962, la voiture du général de Gaulle n'est pas du tout blindée. Ah non, mais aucune voiture jusqu'alors n'était blindée. Aucune voiture jusqu'alors n'était blindée en France. Oui. Parce qu'on sait qu'à l'étranger, notamment Hitler, avait des Mercedes blindées. Mais d'ailleurs, elles ne l'ont pas été pendant très longtemps après. Il y a eu à quel moment ça va venir, cette prise de conscience de la sécurité? Je pense qu'ils ont commencé... Alors, il y a eu le choc de l'assassinat de Kennedy, mais qui n'a eu de conséquences en France que 20 ou 25 ans après, quand il y a eu... Donc en 63, l'assassinat de Kennedy, on voit le choc, mais par contre, on ne change rien. Non, l'attentat du Petit Clamart n'a rien apporté, sinon un avatar assez rigolo qui est que la présence de l'entourage du général de Gaulle se dit oh là là, mais il y a peut-être un danger, vite faisons une voiture blindée. Et comme le seul haut de gamme dont on disposait sur le marché français, c'était une version américaine d'une voiture qui s'appelait la Renault Rambler, ils se précipitent chez Renault, ils vont chercher une Rambler, il la confie à Henri Chaperon, qui la décapite, qui la rehausse parce que le général de Gaulle était grand, on la blinde de partout et on la peint en noir et on la met dans le garage. Et un soir, le général de Gaulle va à l'Opéra. Il demande qu'on lui amène sa voiture et il voit arriver cette Renault Rambler blindée en bas des marches de l'Élysée. Il regarde ça du haut de sa grandeur, il dit « Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Ramenez-moi ma DS !» Et fini l'épisode de la voiture blindée, qui est une voiture qui existe toujours, qui est conservée dans un musée, mais dans lequel le général de Gaulle n'est jamais monté. Et qui n'a jamais servi à la présidence de la République. Et après, il y a eu Pompidou, la voiture était toujours pas blindée, Giscard, toujours pas blindé. Il a fallu attendre la fin des années 90 pour qu'on songe à commencer à blinder les véhicules de fonction de la présidence. Alors, il y a eu d'autres voitures, évidemment, qui ont marqué, à part la DS, par la suite. Moi, je vous propose de faire un saut en 1992 pour voir comment François Mitterrand reçoit sa nouvelle voiture. C'est une Renault, une Safrane. Les grandes histoires d'amour commencent toujours sous la pluie. Le crachin de cet après-midi était donc de bon augure. François Mitterrand n'a pas hésité à faire parapluie commun avec le PDG de Renault, Raymond Lévy, pour découvrir la Safrane. Une Renault 25 arrondie, donc plus rassurante. Renault, Peugeot, Citroën se partagent le parc de l'Élysée. Regard appuyé, mais il faut dire que le seul endroit où un président a une petite chance d'être tranquille, c'est bien sa voiture. Protégé de la presse par des vitres épaisses, averti de ce qui arrive par un rétroviseur incorporé, aucun risque d'être assis entre deux chaises et possibilité de changer d'itinéraire à tout moment. Je me suis demandé, un président de gauche avec une Renault, ça allait de soi ou c'est un peu les circonstances? Non, je pense que c'était une volonté, un micro-symbole, sauf qu'elle n'a pas fait long feu, cette Renault Safrane, parce qu'en fait... Un micro-symbole, pourquoi? Parce que la régie Renault... Parce que la régie Renault était encore la régie Renault, et que donc il y avait un côté proche du peuple, on envoyait des messages. Entreprise nationalisée. Il n'y avait jamais rien de gratuit avec Mitterrand. Je vous remercie beaucoup, Dominique Pagneux, d'avoir revisité avec nous ces modèles de voitures, et je rappelle évidemment les nombreux livres que vous avez publiés sur les automobiles. Alors, comme chaque semaine, on va se dire au revoir avec une personnalité. On a voulu avoir un petit hommage pour Cannes, et c'est donc une actrice, Bérénice Bejo, qui nous salue. Merci au festival, merci au cinéma, merci à vous et à l'année prochaine. Vive la France! L'info dans le rétro vous a été présentée par Public Sénat et l'INA.